Entretien, c'est votre émission qui reçoit chaque semaine des hommes et des femmes qui influencent la vie politique, économique et culturelle du pays. Ces hommes et ces femmes que vous connaissez bien, qui répondront chaque semaine à vos questions sur Jouka TV. Comment suivre l'émission? C'est simple. Allez sur YouTube et tapez Jouka TV. Vous verrez l'émission. Elle sera mise en ligne chaque vendredi à 20h heure de Kinshasa. Ce qu'il vous reste, c'est faire quoi? Liker, partager. Mais surtout, ne pas oublier de vous abonner à notre chaîne YouTube pour d'autres aventures. Il est avocat, défenseur des droits humains et président de l'ONG ACAJ, Association congolaise pour l'accès à la justice. Monsieur Georges Kapiamba est notre invité aujourd'hui. Monsieur Kapiamba, bonjour. Bonjour. Comment se présente votre ONG et comment elle se porte aujourd'hui? Alors, nous sommes une organisation de défense des droits de l'homme qui travaille principalement dans le secteur de la justice. Nous aidons des personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire des pauvres, à pouvoir accéder à la justice, mais aussi toutes les autres victimes de violations graves des droits de l'homme. Nous avons aussi un programme qui porte sur la surveillance de la gouvernance, que ce soit la gouvernance au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau des institutions provinciales. Mais sinon, nous nous portons bien. Nous avons passé des moments les plus difficiles avant l'organisation des élections, mais maintenant ça va, nous n'avons plus d'inquiétude quant au risque de porter atteinte à notre intégrité physique. Certains observateurs pensent que les ONG des droits de l'homme sont plus utilisées par de grandes puissances pour mettre mal à l'aise les États dans lesquels ils vivent afin de s'attirer des financements. Ouais. Comment répondez-vous à cette accusation? Non, c'est une allégation mensongère sans aucun fondement et vous verrez que ceux qui véhiculent cette opinion sont principalement ceux qui ont travaillé avec des dictateurs ou ceux qui ont créé des régimes autoritaires ou qui l'ont servi pour leurs propres intérêts. Ce sont eux qui réfléchissent de cette manière. C'est vrai qu'à un certain moment, compte tenu de l'ampleur de la situation en République démocratique du Congo, nous étions obligés de mener beaucoup d'actions au niveau international pour sensibiliser l'opinion internationale afin que la RDC soit au centre des priorités de la communauté internationale. C'est peut-être ça qu'ils parlent, qu'ils pensent eux comme étant une manière de trahir le pays, mais il n'en est pas question. Nous tous, nous sommes engagés pour le bien-être de notre pays et de son peuple. Alors, en ce qui concerne les droits de l'homme en RDC, quel est l'état des lieux de ces droits de l'homme depuis l'avènement de Tshisekedi au pouvoir? Alors, depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est vrai que tout n'est pas encore rose, mais il y a eu beaucoup d'autres choses qui ont été réalisées et qui nous confortent dans notre conviction de croire qu'il reste encore quelqu'un, un acteur indispensable pour la reconstruction d'un état de droit dans notre pays, surtout pour la lutte contre l'impunité, mais aussi pour assurer la promotion des droits politiques, civils et économiques des Congolais. Donc c'est vrai que par-ci par-là, il y a encore des choses à régler. Il n'y a pas encore de prise de conscience à tous les niveaux des responsables des services ou des pouvoirs publics sur la nécessité de changer la mentalité, de s'inscrire dans la nouvelle vision qui vise tout simplement à protéger toutes les personnes sur le même pied d'égalité, assurer le bien-être des Congolais. Mais on sent jusque-là, par rapport à ce qu'il a réalisé, que les choses semblent aller dans la bonne direction. Et nous l'accompagnons pour ça, mais tout en restant vigilant. Vigilant aussi pour que lorsqu'il aura à aller, par exemple, à se faire bousculer à gauche ou à droite, à quitter la meilleure direction, nous allons lui dire que, Monsieur le Président, vous vous êtes écarté de la direction et veuillez y revenir, ou même ses proches collaborateurs. Nous veillons sur ça et nous le faisons de temps en temps. Okay, merci beaucoup. Et parlons un peu actualité. Le 26 août dernier, après 7 mois d'attente, le RDC s'est doté d'un nouveau gouvernement, 66 personnes, il faut le dire, un peu pléthorique. Pléthorique. Comme vous le dites. Et
Quelle analyse faites-vous de ce gouvernement? Comment vous les jugez? Bien sûr, avant qu'il soit en fonction, bien sûr. Ouais. Bon, d'abord, je dois dire que nous avons été déçus lorsque les deux groupements en coalition, CACH et FCC, avaient annoncé qu'ils s'étaient mis d'accord pour créer un gouvernement de 65 membres. Pourquoi? Parce que nous savons que l'État de la trésorerie de la RDC est vraiment établi beaucoup de difficultés et qu'à ce jour, vu les attentes et les problèmes à caractère social, il était urgent qu'on puisse compromettre en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement de l'État pour les ramener à un juste niveau et maximiser les surplus pour résoudre les problèmes de la population. Donc, nous restons encore trop préoccupés par la taille de ce gouvernement, parce que maintenant, de 65, ils sont passés à 66. Lorsqu'on va ajouter les membres de leur propre cabinet, ça veut dire que nous risquons de nous retrouver avec un gouvernement de plus de 300 personnes. Et les nourrir, les entretenir, ça va coûter cher au Trésor public. Bon, mis à part cette question, il y a le fait que le président et le premier ministre ont pris en compte nos revendications, nos demandes, qui ont consisté principalement à ce que les personnalités qui sont sous sanction internationale ne puissent pas y figurer. Il n'y en a pas une seule. C'est déjà un motif de fierté pour nous. Deuxièmement, qu'il soit pris en compte la représentativité de la femme. Un effort important a été réalisé par rapport aux autres institutions parce que nous avons au moins un gouvernement qui a plus ou moins 17% constitué de la présence de la femme, ce qui est déjà un effort considérable. Nous avions aussi insisté pour que les anciennes figures contre lesquelles il y a de sérieux soupçons de détournement, de concussion, d'enrichissement illicite, que leur présence soit fortement diminuée en y injectant de nouvelles figures. Et surtout, devant être recrutés dans la jeunesse montante. C'est une chose faite parce qu'ils sont à plus ou moins 70%. Donc pour nous, sur ce plan, nous sommes contents, mais nous les attendons maintenant à l'œuvre pour les suivre de pas à pas et voir s'ils vont réellement travailler pour le bien commun. Malgré cela, dans ce gouvernement, le ministère des Droits humains et de la Justice revient entre les mains du FCC. Exact. Les mêmes personnes contre qui vous êtes battus dans la mandature passée. Est-ce que c'est rassurant? Non, ce n'est pas rassurant parce que nous connaissons très bien quelle est la doctrine des FCC. Majorité présidentielle devenue FCC. Et nous attendons voir, comme moi je l'ai mentionné, j'ai dit, nous les attendons. Être investis, nous avons appris que ça sera pour mardi de la semaine prochaine. Après leur investiture, mercredi, la CACH, nous allons faire notre déclaration dans laquelle nous allons énoncer de quelle manière nous allons faire le suivi de l'action gouvernementale. Et nous indiquerons les ministères clés sur lesquels nous allons nous concentrer davantage, notamment les ministères de la Justice et les ministères des Droits humains. Donc, nous attendons, nous ne voudrons pas déjà nous lancer dans un jugement a priori, mais nous attendons, nous faisons confiance quand même à ses compatriotes, notamment à notre compatriote, le ministre Tunda, que je connais très bien, avec lequel j'ai eu à débattre plusieurs fois. C'est un bon juriste et j'espère qu'il mettra son expérience positive à l'amélioration de l'administration de la justice et qui ne viendra pas au ministère de la Justice pour faire la politique ou la justice au profit du FCC qui est sa plateforme d'origine. Nous allons voir ce que ça va se faire. On va attendre plutôt l'investiture pour juger ces gouvernements. Après l'investiture, au bout d'un ou de 3 mois, nous allons évaluer l'action. Déjà, la rentrée scolaire prochaine, l'école primaire, donc l'école des bases, où l'enseignement des bases sera gratuit en RDC. Comment vous trouvez cette mesure? Est-ce que c'est un ballon d'essai ou c'est une mesure qui vaut son pesant en cette période-ci? Non, ça vaut son pesant d'or parce qu'il s'agit d'un désengagement pris par l'État congolais dans le cadre de notre Constitution. Quand vous lisez les articles 49 et 50 de la Constitution, l'enseignement, la gratuité de l'enseignement fondamental est un des droits fondamentaux reconnus aux enfants, aux jeunes, qui sont à l'âge de la scolarité. Donc, pendant toutes ces années, le gouvernement s'est distingué par la violation de ces droits. On avait beau parler, on a tenté de le faire
avancé, ça n'a pas marché. Mais maintenant que le nouveau président, Félix, a pris l'engagement de faire mettre ça en application, nous nous en félicitons. Mais cependant, il reste toujours des questions de zone d'ombre, les financements. J'ai suivi les conclusions de la table ronde qui a été organisée sur ça. Il paraît que l'État doit dépenser plus de 2 milliards pour financer cette gratuité. Où est-ce qu'ils vont puiser ces 2 milliards? Et surtout que ça a été organisé à 1 ou 2 semaines de la rentrée. Quelles sont les dispositions pratiques prises pour faire face à l'affluence des enfants, des parents qui vont amener leurs enfants parce que l'enseignement étant devenu gratuit, pour éviter que nous puissions nous retrouver avec une classe conçue, l'espace conçu pour recevoir 20 élèves, mais qui va se retrouver avec 50, 60, 100. Alors à ce moment-là, ça va perturber les conditions même de formation. Donc nous les attendons. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour assurer aux enseignants les fournitures et les matériels didactiques qui sont nécessaires avant la rentrée? Qu'est-ce qui a été fait? Les moyens viendront d'où pour pouvoir payer les enseignants de manière digne? C'est-à-dire ne pas réduire leur rémunération ou salaire qu'ils gagnaient avec la contribution des parents. Donc nous attendons recevoir des réponses sur toutes ces questions-là, nous espérons. Ce sont des responsables, ils savent, ce sont eux qui gèrent les trésors publics. Nous espérons qu'ils vont prendre des dispositions pour y répondre. Nous vous annonçons que vous pouvez poser des questions à nos invités en envoyant vos questions par WhatsApp. C'est simple, en faisant une vidéo, posez votre question à l'invité et nous l'envoyez par WhatsApp au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Nous en avons 2 aujourd'hui pour M. Georges Kapiamba, 2 internautes qui vous ont posé 2 questions. Vous allez les suivre et leur donner des réponses. C'est ça. Oui, salut, c'est Serge Kalombo depuis Lubumbashi. Monsieur Georges, j'avais au moins 2 préoccupations pour vous. La première serait de savoir quelle lecture faites-vous sur le nouveau gouvernement à Ilunkamba qui nous avait été publié il n'y a pas longtemps. Et la seconde question serait de savoir quelle chance donneriez-vous au président de la République s'il continue à évoluer avec la Cour constitutionnelle que nous avons en place. Merci. Nous n'avons pas apprécié la taille du gouvernement parce que c'est une taille d'un gouvernement budgétivore. Mais nous disons après tout que le pays doit aller de l'avant. On ne peut pas bloquer le pays parce qu'on a 66 membres du gouvernement aujourd'hui. Il faut par contre les pousser à travailler pour produire les moyens. Mais pour bien les produire, il faut qu'ils s'attaquent à la lutte contre la corruption, à la lutte contre le détournement des fonds publics et à l'enrichissement illicite. À ce moment-là, par exemple, les 15 milliards qui sont généralement soutirés par des individus qui échappent au compte du Trésor chaque année, tel que le professeur Luzolo l'a toujours mentionné, pourront revenir dans les caisses de l'État, pourront permettre à payer correctement ces ministres, ces vice-ministres, bref, des membres du gouvernement, mais aussi tous les fonctionnaires, agents, les autres agents de l'État, et répondre aussi aux problèmes de la population. Parce que la RDC mérite d'ailleurs un budget qui doit être au-delà de 100 milliards. Et c'est possible si nous combattons la corruption et le détournement. S'agissant de la deuxième question, il veut savoir quelles sont les chances que moi je peux aujourd'hui donner à l'action du président Félix. J'ai dit, mais c'est en fonction aussi. Avec la Cour constitutionnelle actuelle. Ah oui, avec la Cour constitutionnelle. S'il continue à évoluer avec la même Cour constitutionnelle. Je suis d'avis qu'avec la Cour constitutionnelle, dans sa configuration actuelle, avec ses membres qui sont là, le président Félix Antoine Tshisekedi ne peut pas réaliser ses promesses de campagne, c'est-à-dire notamment redresser l'action de la justice pour que celle-ci devienne un vrai instrument de la protection et promotion des droits de l'homme, mais surtout pour établir un état de droit et protéger aussi, sécuriser les investissements. Parce que, au vu du travail qu'ils ont accompli lors du traitement des contentieux électoraux, il s'est avéré, et aujourd'hui ce n'est qu'un secret de polichinelle, que beaucoup d'entre eux ont été
victimes, ou on ne peut pas dire victimes, mais ont été l'objet d'actes de corruption, et que pour ça, il faut d'abord qu'on puisse les sanctionner. Il faut les sanctionner tel que prévu par la loi, mais immédiatement les faire remplacer par de nouveaux venus. Bonjour, je suis Bijou Lumuna à Kinshasa et voici mes questions. Pourquoi, depuis que le président Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir, vous ne vous opposez pas à lui comme à Joseph Kabila? Et ma deuxième question est celle de savoir qu'est-ce que vous proposez concrètement pour la réforme de la justice, notamment la magistrature congolaise. Merci. Mais madame et les autres qui ont le même avis peuvent retenir que si nous le faisions de manière systématique et de manière aussi très mobilisée, c'est parce qu'à l'époque, le président, l'ex-président Joseph Kabila avait mis en place un régime, un système répressif, un système de gestion autoritaire qui ne permettait pas aux citoyens de pouvoir jouir de leur liberté publique. Retenez, on réprimait systématiquement toutes sortes de manifestations et de sit-ins. On arrêtait presque chaque jour les gens à cause de l'expression de leurs opinions. On arrêtait les gens tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés dans un local pour parler de leurs problèmes et on les inculpait pour tentative de déstabilisation des régimes. Bref, il y avait un système de répression systématique qui était en place, où on n'écoutait personne. Nous, de la société civile, nous n'avions pas de la place au sein de ces régimes. Nous étions tout le temps accusés d'être au service des Occidentaux. Moi-même qui vous parle, mais j'ai été victime de filatures, de menaces. Et pour couronner leur action, ils m'ont même confisqué mon passeport pour m'empêcher. J'étais obligé de rester dans mon pays pendant plus de 6 mois. Je ne pouvais pas voyager parce qu'ils avaient confisqué mon passeport. Donc voilà pourquoi nous étions montés au créneau pour vilipender, dénoncer systématiquement ces systèmes de manière à ce que nos populations, nos compatriotes prennent conscience de la nécessité à pouvoir changer ce système. Et depuis que le président Félix Tshisekedi est arrivé, il a changé, il a suivi, il a pris en compte les revendications des autres Congolais, comme aussi les revendications de nous, les ONG des droits de l'homme. Il a commencé d'abord par faire libérer tous les prisonniers politiques. Il a ordonné à ce qu'on ferme les cachots des services de sécurité, des cachots irréguliers. Il a interdit à ce que des gens ne puissent pas être arrêtés, notamment pour s'être exprimés contre les membres du gouvernement. Donc c'est déjà une très bonne chose pour nous et nous ne pouvons pas nous mettre à les critiquer systématiquement. Mais je termine par là, madame devra aussi faire attention sur le fait que certains faits et gestes que nous avons constatés, considérés comme des abus dans les chefs de certains collaborateurs du président de la République ont déjà fait l'objet de la dénonciation de notre part et nous continuons à le faire. S'agissant de ce qu'il faut faire pour la justice, je suis d'accord et je porte les mêmes préoccupations parce qu'aujourd'hui, nous avons une justice parce qu'elle existe avec des bâtiments et nous avons un personnel. Mais en réalité, ce sont des gens qui n'administrent pas la justice. La justice est aujourd'hui fondée seulement sur les plus forts. C'est celui qui a des moyens qui peut facilement gagner un procès. C'est anormal. La justice ne protège plus les investissements. Nous suivons tout ce qui se passe dans nos cours de tribunaux. Les gens sont rackettés. Donc il faut corrompre pour gagner même là où vous n'avez pas droit de gagner. Donc il est important qu'on puisse procéder, et c'est ça la solution, le remède, c'est procéder au remplacement des plus hauts responsables dans la magistrature, à savoir remplacer le procureur général près la Cour de cassation, le premier président après la Cour de cassation, mais aussi à travers des provinces, faire des mutations de manière à ce que les gens se retrouvent dans la position où ils ne peuvent plus continuer à mener la même vie. Mais il faut aussi restaurer la sanction au sein de la magistrature.
Monsieur Georges Kapiamba, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous de nous avoir suivis et nous vous fixons rendez-vous pour la prochaine semaine pour un nouvel invité dans votre émission Entretien.